Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoute, comme toi, j'ai appris hier soir cette triste nouvelle, le décès de notre ancien patron, de notre ancien président, le grand Pape Diouf, à l'âge de 68 ans, à Dakar, à cause de ce putain de Covid-19. Je me permets donc aujourd'hui de faire une vidéo pour lui rendre hommage, et puis pour, avec vous, faire une rétrospective un peu de tout son parcours, de toute sa carrière, hein, tous les milieux où il a travaillé. Donc je ne te cache pas, je ne veux pas faire le mytho ou faire genre le mec qui sait tout. J'ai pris des notes, hein, sur les sites d'information sur Internet, et puis j'ai essayé de te faire un résumé plutôt correct, hein, en gardant l'essentiel avec quelques petites anecdotes par-ci par-là. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Donc Pape Diouf, né le 18 décembre 51 au Tchad. Il n'est pas né à Dakar, il est né au Tchad, à Abéché. Pourquoi il est né là-bas? Parce que son père était un militaire pour la France, et le Tchad était une colonie française, donc il est né pendant que ses parents étaient là-bas au Tchad. Bon, il est resté que 6 mois, après il est retourné à Dakar au Sénégal. Donc du fait que le Tchad était une colonie française, il avait la double nationalité franco-sénégalaise. Donc à 6 mois, il va vivre chez son oncle, parce que pour les Africains qui me suivent, ils pourront me confirmer, ça se faisait beaucoup en Afrique, c'était une tradition. Tu laissais un de tes enfants à ton oncle, enfin à ton frère qui était l'oncle de Pape Diouf, en signe de considération. Donc il a baigné, il a grandi dans toute sa famille avec ses parents et l'entourage de son tonton, mais voilà, ça se faisait. Donc il a grandi avec son oncle qui s'appelait Jean-Paul. À 17-18 ans, le père de Pape Diouf l'envoie donc à Marseille pour devenir militaire tout comme lui, mais Pape Diouf refuse complètement. Il veut vivre sa vie, vivre ses passions, et il commence des études à l'Institut politique d'Aix-en-Provence. Il abandonnera ses études et rentrera au PTT, c'était la Poste, l'ancien nom de la Poste, où il rencontrera Tony Salvatori, c'est un ancien champion de France et international de chasse sous-marine, qui travaillait aussi au PTT, et qui le fera rentrer dans ce quotidien régional qui est la Marseillaise. Donc la Marseillaise, c'est un journal à Marseille qui a été créé en 1943 pendant l'occupation par des résistants. Au bout de 12 ans de carrière dans la Marseillaise, il partira dans le journal national Le Sport. Ça ne se passera pas très bien, il restera qu'un bref temps, puis il partira, où pendant un petit moment il organisera les jubilés d'anciens grands joueurs en Afrique, notamment celui de Eusebio et de Sarr Aboubakar, il me semble. Ensuite, il devient agent de joueurs. Donc ses premiers joueurs sont Basile Boli et Joseph-Antoine Bell, donc quand ils étaient à l'OM. Puis après, il a développé son réseau et il a eu une quantité de joueurs. Donc je vais t'énumérer, là j'ai la liste sous les yeux. Certains, ça va même te surprendre. Bon, les De Sailly, Lama, Galas, Laurent Robert, ce gaucher de Montpellier qui avait signé à Paris, Drogba, tu le sais, Nasri dès l'âge de 13 ans. Et il a eu aussi Sylvain Armand, Grégory Coupé. En 2004, il rejoint l'OM comme président du directoire chargé des affaires sportives. Il restera un an à ce poste et ensuite il deviendra, sous l'influence de Robert Louis Dreyfus, président directeur général de l'Olympique de Marseille. Sa première saison en tant que président, 2005-2006, il finit 5e du championnat et finaliste de la Coupe de France, perdu contre le PSG 2-1 sur des buts de Kalou et Dorasso, et pour nous Maoulida. Finale perdue au Stade de France malheureusement. 2006-2007, il finit 2e et perd encore en finale de Coupe de France contre Sochaux, malgré un doublé de Cissé de la tête contre des buts de Le Tallec et l'autre je sais plus. On perd cette finale au penalty, Zoubar loupe le penalty, et l'OM perd sa 2e finale de Coupe de France. C'était vraiment décevant parce qu'on était archi favoris, et ce soir-là, pour la petite anecdote, Robert Louis Dreyfus avait poussé plus qu'une gueulante dans le vestiaire olympien, car il avait promis à son fils qu'il dormirait le soir même avec la Coupe de France. 2007-2008, première participation à la Ligue des Champions sous l'ère Diouf. L'OM finit 3e, il fait venir Guéretz en cours de saison, et on perd en 8e de finale contre le futur finaliste, le Zénith Saint-Pétersbourg. On perd sur l'ensemble des 2 matchs à cause du but à l'extérieur. Et le Zénith, il rage qu'en finale, il la gagnera contre un certain Glasgow Rangers. Eh oui, ils étaient encore là. 2008-2009, du changement dans l'effectif et beaucoup de recrues. L'OM de Pape Diouf finit 2e et va jusqu'en quart de finale d'Europa League encore, où cette fois on perd
contre encore le futur gagnant qui était le Shakhtar Donetsk. Pour la petite anecdote, en quart de finale, l'OM jouait Donetsk et le PSG jouait Kiev. Donc, dans le tableau, si les deux se qualifiaient, on aurait joué en demi-finale contre le PSG en Europa League. Et l'autre demi-finale, ben, c'était deux clubs allemands. Donc c'était marrant parce qu'en demi-finale, tu avais Ukrainien contre Ukrainien et Allemand contre Allemand. Et Donetsk gagne donc cette finale contre le Werder de Brême, il me semble. Donc sportivement, sous l'ère Pape Diouf, c'est 4 qualifications d'affilée en Ligue des Champions, avec des bonnes recrues, notamment, donc je te fais la liste, je te la lis parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Il fait venir des Niang, Pagis, Cissé, Maoulida, Valbuena, Zenden, Cherou, Mandanda, Teiwo, Bonnard, Ribéry, Ben Arfa, Bakikone, Lorixana, Caboret, Brandao. Voilà, le 3/4 de ces joueurs que je t'ai cités étaient encore là à la saison 2009-2010, sur laquelle Didier Deschamps a pu s'appuyer et gagner le titre de champion de France. Didier Deschamps rendra d'ailleurs honneur à Pape Diouf, et on peut dire que réellement, Jean-Claude Dacier a récolté 99% du travail fait par Pape Diouf. Et c'est en plus Diouf qui a proposé Didier Deschamps en tant que futur entraîneur olympique de Marseille, avant qu'il se fasse évincer en juin 2009, avec un désaccord avec Robert Louis Dreyfus et Vincent Labrune. Voilà, il y a eu toute une magouille qui s'est passée pour son limogeage, quoi. Voilà, c'est vraiment décevant qu'il soit parti comme ça et sans titre, parce qu'il avait vraiment fait du bon travail. Il avait fait évoluer le club sportivement, économiquement aussi. Il a tenu le club toujours dans des comptes propres, en autogestion, achat, revente de joueurs, négociation de sponsors, etc. Enfin, il avait vraiment fait un boulot de président, plus aussi ce qu'on demande aujourd'hui à certains présidents et qui ne font pas comme Jacques-Henri Hérault, c'est de prendre la parole, de s'imposer, de défendre le club. Il a souvent fait contre son homologue Jean-Michel Aulas, mais c'était de bonne guerre. Aulas reconnu lui-même que Pape Diouf était un excellent président. Et tu vois, c'est ce qu'on cherche chez un président comme Pape Diouf, comme Jean-Michel Aulas, comme on a eu Bernard Tapie, comme les Claude Bèze, comme les Campora à Monaco, comme les Loulou Nicolin, comme les Borrelli avant à Paris. Je pense que tous les supporters qui regardent cette vidéo de chaque club vont me dire oui, j'ai raison. C'est des présidents qui s'imposent, qui défendent leur club, qui portent leurs couilles, qui ne sont pas juste là comme des gestionnaires, qui sont vraiment passionnés de football, qui essayent de faire évoluer leur club. Et il faut le dire, les présidents de clubs maintenant, que ce soit à Monaco, chez nous, à Bordeaux, même à Paris, il faut le dire, est-ce que vraiment un président comme Nasser s'impose réellement quand tu vois que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent chez vous? C'est pas pour vous moquer, mais du temps de Borrelli ou d'autres, les grands présidents qu'il y a eu à Paris, les Parisiens seront peut-être d'accord avec moi, les comportements de Starlet, ça ne marchait pas. Avec Pape Diouf, ça ne marchait pas. Ribéry a voulu partir à Lyon, Pape Diouf a tapé du poing sur la table, lui a rappelé qui était le patron, et il a conservé Franck Ribéry. Est-ce qu'aujourd'hui, des présidents en France arriveraient, hormis Jean-Michel Aulas, même si on ne l'aime pas, mais il faut reconnaître que c'est un président qui s'impose auprès de ses joueurs, est-ce que les présidents de Ligue 1 globalement aujourd'hui arrivent à faire ça? Je ne crois pas. Pape Diouf fait partie pour moi de cette catégorie de présidents influents, forts, qui défendait son club. Rappelez-vous, en 2006, il envoie une équipe de minots de l'OM pour jouer au Parc contre le Paris Saint-Germain, suite à un désaccord du nombre de places attribuées pour les supporters et des conditions d'encadrement des supporters marseillais à Paris. Donc lui, il a tranché, le match ne pouvant pas être annulé ou quoi que ce soit, il a envoyé l'équipe réserve, qui en plus allait faire 0-0 là-bas. Il a défendu le supporter marseillais Santos, il me semble qu'il s'appelait, suite à son interpellation et son arrestation contre l'Atlético Madrid. Les anciens me reprendront si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Enfin voilà, c'était un président qui vraiment défendait son club, ses supporters, contre vents et marées, quitte à se mettre la Ligue à dos, mais voilà, il était là pour défendre le club, et c'est surtout ça que les supporters retiennent de lui. Certes, il n'a pas eu de titre, mais c'est l'aura qu'il a apporté vraiment autour du club. Il faut quand même rappeler que Pape Diouf est encore aujourd'hui le seul président noir de club de football dans toute l'Europe. Et c'est chez nous que ça s'est passé, c'est à l'Olympique de Marseille. En 2010, il devient actionnaire avec Jean-Pierre Foucault de l'European Communication School, une école de journalistes à Marseille. En 2012, il est décoré de la Légion d'honneur par François Hollande. En 2014, il se présente aux élections de Marseille sur la liste PS, où il fera un score de 5,63% sur la commune de Marseille.
il aura écrit 2 livres, un en 2009 de but en blanc et un autre en 2013, c'est bien plus qu'un jeu. Voilà. Je t'ai fait globalement son parcours, on a résumé ensemble le parcours de Pape Diouf, de ce grand homme, de ce grand président, cet homme investi dans ce qu'il faisait, journaliste, politique, sport, dans tout ce qu'il faisait, il était engagé. C'est vraiment triste, à 68 ans, qu'il parte comme ça, sur ce virus de merde qui continue de faire des ravages un peu partout dans le monde, sur des gens inconnus, comme des gens comme lui, connus, des célébrités et d'autres. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet hommage sera à la hauteur de ce que vous attendiez, et que pour ceux qui ne le connaissaient pas assez, maintenant vous connaîtrez un petit peu son parcours et l'homme. Voilà. Pour ma part, quoi dire de plus, j'essaie de faire l'essentiel. Maintenant, pour ceux qui ont connu Pape Diouf, encore mieux, qui ont d'autres informations, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner vos impressions, vos avis sur le personnage, des anecdotes, etc. Si j'ai oublié des choses, des rectifications. Enfin voilà. Là, il n'y a pas de supporters marseillais. Je pense qu'en plus, dans cette période, on est tous un peu en mode solidarité. Donc, supporters parisiens, bordelais, monégasques, lyonnais. Tu vois, j'ai cité des anciens présidents. Si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je venais de dire, vous pouvez commenter. Tu le sais, avec moi, on respecte bien entendu les avis de chacun. C'est très important. Je vous souhaite quand même à tous de passer une très bonne semaine. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo où je ferai une rétrospective aussi d'une autre saison de l'OM, comme j'ai fait avec la dernière, avec cette fameuse finale à Paris contre l'Étoile Rouge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.